Au cœur de Paris, dans un quartier où les marronniers bordent les rues pavées, vit Elisa, une jeune femme aux yeux pétillants et au rire cristallin. Elisa partageait un appartement douillet avec ses deux chats Angora, Mousse et Perlou. Ses journées étaient rythmées par le travail dans une petite librairie et ses soirées par des discussions animées avec Louis, son meilleur ami depuis toujours. Louis était l'antithèse d'Elisa, calme, réfléchi, toujours vêtu d'une élégance discrète. Ils s'étaient rencontrés à l'université, un jour de pluie où le parapluie de Louis s'était rompu. Elisa, sans hésiter, lui avait proposé de partager le sien. Depuis ce jour, ils ne s'étaient plus quittés. Un soir d'automne, alors que les rues se teintaient de feuilles mordorées, Elisa rejoignit Louis à leur café préféré, un lieu aux murs couverts de livres anciens et aux lustres étincelants. La douce odeur du chocolat chaud et la vie tranquille qui s'écoulait à travers les grandes baies vitrées créaient une ambiance chaleureuse. Pendant que Louis parlait de son dernier voyage en Toscane, Elisa sentit un léger frisson lui parcourir l'échine. Elle le regardait avec plus d'attention que d'habitude, remarquant des détails qu'elle n'avait jamais vraiment vus, la courbe de son sourire, la chaleur dans son regard, la manière dont ses mains soulignaient ses mots. Soudain, la réalité la frappa au détour d'un éclat de rire partagé. Une prise de conscience à la fois douce et implacable, elle était amoureuse de Louis. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme une mélodie qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alors qu'ils sortaient du café, le vent frais s'immisçant sous leur manteau, Louis lui tendit une écharpe qu'il avait achetée en Italie, de la laine douce et enveloppante. « Je l'ai vue et j'ai pensé à toi », dit-il avec un sourire sincère. Tout en remontant la rue, Elisa décida de garder son secret, du moins pour l'instant, savourant la simplicité de leur amitié sans vouloir briser l'équilibre délicat. Mais au fond d'elle, elle savait que ce secret transformerait inexorablement chaque éclat de rire partagé en un souvenir précieux, chaque moment en une promesse de ce que le futur pourrait peut-être offrir. Et dans le silence de la nuit parisienne, sous un ciel étoilé, Elisa comprit que la beauté de l'amour réside autant dans le chuchotement des sentiments que dans leur éclatante révélation. Au pied des majestueuses montagnes des Alpes, se trouve le petit village pittoresque de Saint-Laurent, où la nature sauvage se mêle harmonieusement aux traditions séculaires. L'air y est pur, limpide, et le bruissement des feuilles dans le vent se conjugue délicieusement avec le doux son du ruisseau. C'est là que débute une histoire d'amour unique, fulgurante, mais interdite entre deux âmes que tout oppose. Lucille, une jeune et brillante héritière issue de la famille Dupont, la plus riche du village, est promise à un homme dans la haute bourgeoisie de la ville. Elle est élégante, toujours vêtue de taffetas aux nuances pastel, avec des dentelles raffinées et des bijoux scintillants qui témoignent de son statut social. De l'autre côté, il y a André, un jeune homme humble et passionné, fils d'un simple berger. Sa vie est rythmée par les saisons et la nature. Ses vêtements sont simples, faits de laine brute, et ses mains sont calleuses à force de travailler la terre et s'occuper des bêtes. Pourtant, son esprit est vif, son cœur, grand, et son regard révèle une profondeur que peu ont su sonder. Leur rencontre est presque magique. C'était lors de la foire d'été, une célébration annuelle où le village se réunit pour festoyer dans une ambiance colorée et joyeuse. Il suffit d'un regard, d'un dérobé coup d'œil échangé entre Lucille et André, pour que le monde autour d'eux s'estompe. La lumière dorée du crépuscule semblait les envelopper, les isolant dans une bulle où seule comptait la décharge électrique de leur attraction mutuelle. Cependant, leur amour naissant n'était qu'un secret bien gardé, car les barrières étaient nombreuses et les préjugés, tenaces. Les familles ignorent cette idylle improbable, et chaque rencontre se transforme en une aventure clandestine. Leur amour est un florilège de rendez-vous furtifs au bord du lac miroitant sous la lune, d'éclats de rire partagés dans les champs alors que le vent danse autour d'eux. Pourtant, le destin n'est jamais sans embûches. Un jour, alors que Lucille doit se rendre en ville pour les préparatifs de son mariage arrangé, elle prend conscience de la profondeur de ses sentiments pour André. Elle est prise dans un tourment intérieur, lucide sur les choix qui s'imposent à elle. Mais l'amour, quand il est sincère et profond, conduit souvent à l'affirmation de soi. La dernière nuit avant son départ, Lucille s'éclipse de sa maison pour retrouver André.
Sous les étoiles, elle lui confie ses peurs et ses espérances, décidée à écouter son cœur au mépris des conventions. André, captivé par sa détermination et animé par son propre amour ardent, lui promet de l'attendre. C'est ainsi que la petite Lucille, l'héritière d'un empire, court le risque de tout abandonner pour l'homme qu'elle aime. Leur histoire résonne comme un défi à l'univers. Elle s'appelait Léa, une jeune femme pleine de vie mais dont le chemin avait pris une tournure inattendue. Lorsqu'elle apprit qu'elle était enceinte, son monde bascula. Le père de l'enfant, avec qui elle avait partagé des rêves et des espoirs, décida de l'abandonner, incapable d'assumer ses responsabilités. Elle se retrouva donc seule à affronter cette nouvelle réalité, submergée par la tristesse et l'incertitude. Les doutes et les peurs menaçaient de l'engloutir alors qu'elle se demandait comment elle ferait pour s'en sortir. Cependant, le destin avait d'autres plans pour Léa. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc pour tenter de chasser ses pensées sombres, elle croisa le chemin de Louis. Dès le premier regard, quelque chose de spécial se passa entre eux, une sorte de connexion inexplicable. Louis était tout ce que Léa n'avait jamais osé rêver de rencontrer à ce moment de sa vie, attentionné, compréhensif et incroyablement gentil. Malgré la situation délicate dans laquelle se trouvait Léa, avec son ventre qui s'arrondissait, Louis ne voyait pas cela comme un obstacle mais plutôt comme une partie de ce qui la rendait magnifique. Au fil des jours, il lui apporta un soutien qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Louis l'accompagna lors de ses rendez-vous médicaux, prépara avec elle la chambre du bébé, et, surtout, il lui offrit son amour inconditionnel. Grâce à sa présence rassurante, Léa commença à se libérer de ses peurs. Elle réalisa qu'elle n'était plus seule et que l'amour véritable pouvait surmonter toutes les épreuves. Ensemble, ils construisirent un foyer rempli d'amour et de joie anticipée pour l'arrivée de l'enfant. En un clin d'œil, Léa était passée d'une solitude dévastatrice à un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Louis avait changé sa vie, redéfini son existence et, ensemble, ils avaient su faire front commun face aux difficultés. Leur histoire devint un témoignage de la puissance de l'amour, celui-là même qui ne s'arrête pas aux apparences ou aux circonstances mais qui choisit d'accepter et de chérir l'autre tel qu'il est. L'amour peut tout changer, même un avenir incertain en une belle promesse de bonheur partagé. Et c'est ainsi que Léa et Louis, main dans la main, accueillirent leur enfant dans un monde empli d'amour et d'espoir. Il était une fois dans un petit village niché entre les montagnes, une jeune femme nommée Clara. Clara était connue pour sa gentillesse et sa générosité. Elle vivait modestement, et malgré son manque de richesse matérielle, elle était profondément respectée par tous les habitants du village. Tous ceux qui la connaissaient admiraient sa capacité à faire sentir chaque personne importante et spéciale. Un jour, un riche marchand nommé Guillaume vint s'installer au village. Il avait pour habitude de mesurer la valeur des personnes par leur richesse et leur pouvoir. Il organisa un grand banquet dans sa somptueuse maison et invita tous les notables du village, excepté Clara. Curieux de savoir pourquoi elle était si respectée, il demanda à ses invités ce qui faisait la valeur d'une personne. Un vieux sage, assis dans un coin, prit la parole. La vraie valeur d'une personne ne réside ni dans son or ni dans son pouvoir, mais dans sa capacité à toucher le cœur des autres. Guillaume, perplexe, resta silencieux. Après le banquet, il décida de rencontrer Clara pour comprendre ce qui inspirait tant d'admiration chez elle. Lors de leur rencontre, Clara accueillit Guillaume avec un sourire chaleureux et lui offrit une tasse de thé. Au fil de la conversation, Guillaume remarqua à quel point elle écoutait avec attention et empathie, partageant des paroles de réconfort et des conseils sages. Peu à peu, Guillaume ressentit une transformation intérieure. Il réalisa qu'il se sentait plus léger, presque inspiré après sa rencontre avec Clara. Elle avait ce don rare de mettre à l'aise ceux qui l'entouraient, de leur donner confiance et de leur faire sentir qu'ils comptaient. Guillaume comprit enfin que la véritable richesse de Clara résidait dans l'amour sincère et la bienveillance qu'elle offrait à autrui.
il décida de changer sa perspective et de valoriser les qualités humaines qui ne pouvaient ni s'acheter ni se vendre. Ainsi, dans ce petit village entouré de montagnes, Guillaume devint lui aussi une personne respectée et aimée, non pour sa richesse, mais pour le changement positif en lui inspiré par Clara. Le village avait une fois encore montré que la vraie valeur d'une personne est une richesse du cœur qui illumine le monde autour d'elle. Dans un royaume magique appelé Lunaria, où les arbres chuchotent des secrets et les rivières chantent des mélodies douces, vivait une jeune femme nommée Elara. Elle était connue pour sa beauté éclatante et sa gentillesse inégalée. Un jour, alors que les feuilles d'or de l'automne tapissaient le sol, une annonce fit trembler les fondations du royaume. Le roi, après de longues années de règne prospère, décidait de se retirer. Le Conseil des sages avait pour mission de choisir une nouvelle reine qui guiderait le peuple avec sagesse et bienveillance. La nouvelle se répandit comme le vent d'hiver, frissonnant par-delà les montagnes. Un matin, le conseil demanda à rencontrer Elara. Elle arriva, vêtue d'une robe de lin bleu cobalt. Une broche en forme de croissant de lune ornée de saphir étincelait à son col. Devant le conseil, Elara fut invitée à s'asseoir sur le trône émeraude. Le maître du conseil déclara, « Elara, fille de la lumière, nous voyons en toi la force d'une reine et la douceur d'une amie. » À cet instant précis, un éclat de lumière dorée envahit la salle, enveloppant Elara dans une lueur surnaturelle. Les murs en pierres précieuses reflétaient ce halo magnifique. Elle hocha la tête lentement, un sourire radieux aux lèvres, et répondit avec la simplicité du cœur, « Oui. Je le souhaite de tout mon être. » Sa voix semblait résonner à travers le royaume. Et ainsi, Elara devint la reine de Lunaria, entourée d'amour et de lumière. Sous son règne, le royaume s'épanouit, les cœurs s'ouvrant et les voix s'élevant dans une harmonie parfaite. L'horloge du grand salon était sur le point de frapper minuit lorsque les premiers éclats de rire résonnèrent dans les halls dorés du château de Lumène. Au cœur de l'opulence, où le marbre étincelait et les lustres de cristal projetaient des arcs-en-ciel chatoyants, une fête battait son plein. Cette nuit-là, le destin des convives allait changer à tout jamais. L'hôte de la soirée, le charismatique et mystérieux vicomte Rémi de Montclair, vêtu d'un costume noir orné de broderies dorées, saluait ses invités avec un sourire énigmatique, se mouvant dans la foule comme un poisson dans l'eau. Rémi était connu pour ses fêtes somptueuses où se mêlaient noblesse et artistes, mais cette célébration masquait une toute autre intention. Au milieu de la foule, la jeune artiste peintre Adèle, dans une robe bleue étincelante, observa Rémi avec une curiosité palpable. Elle avait récemment découvert que certaines de ses toiles les plus réputées, pourtant disparues, figuraient dans la collection privée de Rémi sans qu'il n'en ait jamais notifié quiconque. Elle savait que cette soirée était l'occasion parfaite pour tirer cela au clair. Tandis qu'elle feignait la courtoisie devant de parfaits inconnus, son esprit était animé par des plans audacieux pour confronter Rémi. Non loin d'Adèle, le comte Louis, autrefois un allié fidèle de Rémi, savourait chaque gorgée de son champagne, tout en cachant sa rage sous un sourire affable. Louis et Rémi avaient été des amis inséparables jusqu'à ce qu'ils découvrent que Rémi avait détourné les fonds de leur entreprise commune, causant presque la ruine de sa famille. La trahison de Rémi l'avait transformé de partenaire en rival acharné. Ce soir-là, Louis avait tout prévu pour exposer la vilainie de son ancien ami devant tous. L'air électrique portait des murmures lorsqu'Adèle et Louis, unis par un objectif commun de révéler la duplicité de Rémi, se rencontrèrent près de l'antique fontaine en mosaïque. « Nous devons établir un plan, murmura Louis, ses yeux flamboyants de détermination. Il ne s'en tirera pas cette fois-ci sans conséquence. » Adèle acquiesça, son esprit aiguisé affichant une étincelle de malice. Alors que minuit approchait, la tension était palpable. Les chandeliers semblaient eux-mêmes retenir leur souffle. Au moment précis où l'horloge sonna, une coupure de courant plongea le château dans une obscurité totale. Ce chaos ne fut pas un accident, mais une distraction orchestrée par Adèle et Louis. Dans l'obscurité, ils firent apparaître sur l'écran géant du salon les transactions frauduleuses de Rémi, accompagnées d'images de ses acquisitions artistiques volées. Lorsque la lumière revint, les regards incrédules des invités se posèrent sur Rémi. Pour la première fois, Rémi ne sut dissimuler son embarras. Le vicomte tenta de se justifier,
mais ces mots se perdirent dans le chuchotement unanime de réprobation. La fausseté et la trahison de Rémi avaient trouvé leur châtiment, non pas par violence, mais par la simple vérité mise en lumière. La foule auparavant charmée par son charisme se dissipa, le laissant face à un avenir désormais incertain. La leçon apprise cette nuit au château de Lumène était claire, la fausseté et la trahison sont tôt ou tard payées, ce n'est qu'une question de temps. Adèle et Louis, triomphants, partirent dans la douce lueur de l'aube, laissant derrière eux non seulement une soirée mémorable, mais une vérité éternelle. La justice est bel et bien une œuvre d'art indélébile. Dans une petite ville pittoresque, nichée entre des montagnes verdoyantes, vivait la famille Dupont. Pierre et Marie, les parents, étaient respectés et appréciés de tous. Ils avaient 2 enfants, Julie âgée de 10 ans, curieuse avec des cheveux bouclés, et Thomas, 8 ans, toujours une étincelle de malice dans son regard. La semaine dernière, une grande foire annuelle était organisée dans leur quartier, avec des lumières vives et des musiciens talentueux qui parcouraient les rues pavées. Pierre, vêtu de son manteau en tweed, rassembla sa famille et annonça : « Aujourd'hui, nous profiterons de la foire sans argent. Nous allons utiliser nos talents et notre ingéniosité pour passer un moment inoubliable. » Les enfants, perplexes mais emplis d'excitation, le suivirent au stand coloré. À la foire, Julie, éblouie par un stand où un artiste peignait des portraits, s'exclama : « Papa, regarde ! Juste avec ses pinceaux, il crée des merveilles. » Thomas, de son côté, se précipita vers un groupe d'enfants qui jonglaient joyeusement avec des balles de couleurs vives. Pierre, séduisant avec sa barbe grisonnante et son sourire contagieux, s'adressa à l'artiste : « Si je vous écrivais un poème en échange d'un portrait de ma fille, serait-ce un marché équitable ?» L'artiste, touché par cette proposition unique, accepta avec enthousiasme. En peu de temps, Pierre se mit à composer des vers inspirés par la beauté du moment. Pendant ce temps, Marie, élégante dans sa robe en lin blanc, observait une vieille amie, Madame Bernard, de l'autre côté de la rue. Les 2 femmes se sourirent et discutèrent de la dernière exposition communale, échangeant idées et astuces créatives autour des activités respectives qu'elles planifiaient pour la communauté. Alors que le soleil commençait à se coucher, enveloppant le quartier d'une lumière dorée, la famille Dupont se retrouva, les enfants les bras chargés de souvenirs immatériels. Julie serrait son portrait contre elle tandis que Thomas racontait à quel point il avait ri en apprenant des tours de jonglerie. Sur le chemin du retour, Pierre prit la parole, sa voix douce mais ferme : « Voyez les enfants, ce n'est pas l'argent qui bâtit des souvenirs, mais l'amour et le talent partagé. » Marie acquiesça, ajoutant : « Nous portons la richesse dans nos cœurs et dans nos relations, pas dans nos poches. » Cette leçon, inscrite à jamais dans l'esprit des enfants, retentit bien au-delà des frontières de leur foyer. Les gens du quartier, touchés par la simplicité et la profondeur de cette philosophie, se réunirent de plus en plus pour célébrer leur talent et créer des liens authentiques sans utiliser un sou. Et c'est ainsi que la valeur réelle commença à se mesurer non par les possessions matérielles, mais par la chaleur des échanges humains.